La guerre en Ukraine ne fait plus la une des quotidiens occidentaux en ce moment. Elle a été remplacée par la guerre en Iran qui sévit depuis près d'une semaine maintenant. Une guerre rapidement condamnée par la Russie à travers une lettre de Vladimir Poutine. Après le Venezuela et la Syrie, c'est un nouveau pays partenaire de Moscou qui est visé, un coup dur pour le Kremlin. Et pourtant, certains analystes estiment que la Russie pourrait bien tirer profit de la situation. La guerre en Iran, une aubaine pour la Russie, c'est la question qui fâche que nous allons poser ce soir à notre invitée Vera Grantseva. Bonsoir, vous êtes politologue russe, enseignante à Sciences Po Paris. Pour commencer, je voudrais avoir votre analyse sur la réaction de Moscou juste après le déclenchement de la guerre en Iran. Vladimir Poutine s'est fendu d'une lettre au président iranien Massoud Pezeshkian pour dénoncer l'assassinat d'Ali Khamenei, pour condamner ce qu'il appelle une violation cynique du droit international. Il exprime aussi dans cette lettre son soutien aux proches de l'ayatollah, au gouvernement et à l'ensemble du guide suprême. Et c'est tout. Comment vous expliquez cette posture russe ? Vera Grantseva, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui. Et comment vous expliquez la réaction de la Russie à l'attitude, à la guerre en Iran, cette réaction c'était juste une lettre de la part de Vladimir Poutine ? Bonsoir. Effectivement, la situation de Vladimir Poutine face à la guerre en Iran n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tout d'abord, Poutine lui-même, et son pays qui l'a entraîné dans une guerre, n'a pas beaucoup de moyens pour aider l'Iran. Il n'a pas suffisamment des armements pour les envoyer. D'ailleurs, la Russie a perdu même des contrats de livraison des armements. Donc voilà, il y a déjà la guerre en Ukraine quand même qui prend beaucoup de ressources de la Russie. Deuxièmement, il faut aussi se rappeler que la Russie a toujours joué un rôle assez ambigu au Moyen-Orient. Donc, tout en développant le partenariat avec l'Iran, la Russie développait aussi les relations avec des pays concurrents de l'Iran, comme l'Arabie saoudite, comme les Émirats. Donc aujourd'hui, la Russie, malgré toutes les déclarations de soutien, doit aussi jouer sur plusieurs tableaux et doit essayer de se présenter, d'essayer de jouer le rôle de médiateur. Donc voilà, c'est toute la complexité qui est devant Vladimir Poutine. C'est pourquoi il n'arrive pas, et même il ne peut pas, dans quelque sens, venir à l'aide du régime iranien. Alors, on comprend que la Russie ne veut pas se laisser entraîner dans le conflit au Moyen-Orient. Malgré tout, on apprend aujourd'hui par le Washington Post qu'elle serait impliquée indirectement puisqu'elle fournirait des renseignements à l'Iran sur les positions américaines avisées. Donc il y a tout de même une collaboration de la part de la Russie, une collaboration dangereuse, on imagine. Oui, on peut dire que c'est maximum ce que pour l'instant Poutine peut donner comme aide à l'Iran. Et déjà, on peut se demander quelles conséquences ce partage de données, de renseignements, va avoir sur les relations de la Russie avec d'autres pays de la région. Donc, quelle sera la réaction des Émirats ou de l'Arabie saoudite ou de Bahreïn ou de Qatar qui ont été attaqués depuis ces jours-là, grâce aux renseignements russes. Donc, c'est là on voit la complexité de la situation de Vladimir Poutine, qui, malgré les déclarations sur l'amitié, sur le partenariat stratégique et sur le Sud global, qui doit être très uni. D'ailleurs, on voit mal, en fait, aujourd'hui, comment le Sud global s'entraide par rapport à l'Iran pour aider ce régime. Donc oui, c'est maximum le partage de renseignements pour l'instant que Poutine peut faire à cause de ces problèmes en guerre en Ukraine. Je veux aussi rappeler que la guerre en Ukraine entraîne des problèmes assez graves économiques à la Russie à cause des sanctions, à cause aussi de l'État sur le front qui demande beaucoup aussi des armements. Donc la Russie ne peut pas se permettre d'envoyer ces armes aux autres pays. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose que la Russie essaie de faire, mais c'est son maximum à cause de son positionnement au Moyen-Orient et à cause de ses problèmes liés avec la guerre en Ukraine. Vous évoquiez les conséquences économiques. Beaucoup d'analystes en ce moment évoquent justement les gains économiques qui pourraient découler de cette guerre en Iran. Le prix du pétrole, on l'annonce, est en train de monter en flèche en raison du blocage au niveau du détroit d'Ormuz. Est-ce que ça peut vraiment profiter à Moscou finalement d'un point de vue purement économique, cette guerre ?
Pour l'instant, ça n'annonce pas d'être une grande opportunité pour Vladimir Poutine et pour son économie qui est en guerre depuis 4 ans. Pourquoi? Parce que même si effectivement il y a la hausse de prix sur le marché énergétique, c'est assez classique d'ailleurs pour le conflit qui se passe au Moyen-Orient. Donc si ça continue très longtemps, plusieurs mois, ça va effectivement peut-être créer des crises sur le marché énergétique. Mais néanmoins, il en reste des sanctions contre le pétrole russe. Et beaucoup de pays au monde ne veulent pas acheter le pétrole russe. Soit ils le ils le font pardon, par des moyens assez contournés qui aussi impliquent beaucoup de frais du côté russe pour la livraison plus compliquée qu'avant. Donc voilà, même si le prix du pétrole peuvent peut-être effectivement monter, les sanctions contre le pétrole russe vont continuer à fonctionner. Le plafond établi par les pays européens va aussi être respecté. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que la Chine et l'Inde profitaient beaucoup du pétrole pas cher russe, parce que la Russie devait baisser les prix de façon significative. Après aussi, essayons de regarder ce problème du point de vue chinois. Est-ce que pour la Chine, c'est très intéressant d'avoir les prix très élevés pour le pétrole? Non. Donc voilà, et on voit aussi le problème que même si la Russie pourra vendre un tout petit peu plus, les prix vont rester bas. Parce que pour beaucoup de pays qui achètent le pétrole russe, qui est aujourd'hui très, très toxique pour ses conséquences, néanmoins, elle va gagner quand même peut-être un tout petit peu plus, mais ça ne va pas changer d'une façon significative les problèmes qui sont devenus aujourd'hui très, très structurels pour l'économie russe. Donc aujourd'hui, il y a une baisse assez significative de la croissance russe. Donc il y a 1% qui est prévu, qui est concentré, 1% de croissance, pardon, qui est concentré entièrement dans le secteur militaire industriel. Donc même si les prix du pétrole peuvent apporter un peu de l'argent pour le budget russe, ça ne va pas changer les problèmes structurels et graves qui aujourd'hui attaquent l'économie russe. Donc ça, c'est pour l'aspect économique. Pour l'aspect stratégique et militaire maintenant, tous les regards sont en ce moment tournés vers l'Iran. L'attention médiatique n'est plus portée en ce moment sur l'Ukraine. Est-ce que c'est une aubaine, une occasion pour la Russie d'intensifier ses frappes sur l'Ukraine ? La guerre au Proche-Orient dure depuis déjà quand même presque 2 ans et demi, à partir de octobre 2023. Et cette peur était très présente aussi en fin 2023, quand la guerre entre l'Israël et Gaza a commencé, le Hamas a commencé. Donc oui, effectivement, pour un moment donné, il y aura plus d'attention pour la guerre en Iran, parce que c'est l'actualité plus chaude, plus immédiate. Néanmoins, la guerre en Ukraine reste très présente pour les pays européens et pour aussi les États-Unis quand même. Aussi, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Trump, le président américain, a pris conscience de l'importance de ses alliés européens pour ces autres guerres qu'il a commencées pendant son deuxième année de mandat. Donc ici, on voit que malgré le fait qu'effectivement, au niveau médiatique, cette guerre peut attirer plus d'attention. On va parler avec vous plus d'Iran aujourd'hui que de l'Ukraine. Néanmoins, ça ne va pas changer d'une façon significative l'attitude et la stratégie européenne par rapport à cette guerre, parce que c'est une guerre à la porte de l'Europe. Sauf que les pourparlers sont mis en pause, non? Les pourparlers qui devaient se tenir début mars ont été reportés. Donc, on n'avance pas sur le dossier des négociations. Bon, les négociations, c'est un dossier qui n'avance pas depuis un an, en fait. Même s'il y avait les rencontres, ça veut pas dire qu'il y avait des avancées. Donc, je ne crois pas que c'est les négociations qui vraiment sont au cœur aujourd'hui de la guerre en Ukraine, parce qu'on voit que depuis un an, ça ne progresse pas. Et c'est surtout le front quand même et le soutien à l'Ukraine qui est toujours le sujet numéro un pour que l'Ukraine puisse résister à l'agression de Vladimir Poutine. Donc, oui, au niveau diplomatique, il y aura quelques retards, mais ce n'est pas ça qui va impacter d'une façon dramatique ou significative vraiment la course de guerre en Ukraine. Donc non, je ne crois pas. Même peut-être on peut prévoir des conséquences inattendues de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, vu effectivement aussi l'implication, même partielle, de la Russie dans cette guerre, qui quand même implique aussi la confrontation avec les États-Unis. Donc on peut aussi se dire que peut-être l'administration de Trump va aussi changer partiellement ou sur certains sujets son attitude envers
la coopération avec la Russie et son rôle dans cette guerre contre l'Ukraine. Donc, peut-être il y aura des changements un peu inattendus qu'on ne prévoit pas parce qu'on est beaucoup dans le schéma qui s'est établi depuis 2025, mais qui sait, peut-être il y aura des surprises. À propos de surprise, justement, on a vu que Donald Trump a réglé le sort du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro, celui du Syrien Bachar al-Assad, désormais de l'Iran. Est-ce que la Russie peut craindre un sort idem, analogue, où c'est absolument inenvisageable compte tenu de l'arme de dissuasion nucléaire russe? Donc, comme vous dites, effectivement, il y a le facteur nucléaire qui quand même change tout. Donc, pour l'instant, on n'a pas vu un pays qui possède des armes nucléaires qui a été attaqué de la même façon comme Venezuela ou l'Iran. Donc, le risque nucléaire est très quand même grave et aucun leader mondial peut pas prendre ce risque de s'attaquer à un pays nucléaire. En plus, compte tenu que Vladimir Poutine a déjà menacé à plusieurs reprises l'Occident et le monde entier, parce que la guerre nucléaire, ça va toucher tout le monde. Donc ici, malheureusement, c'est très peu probable, je dirais, que un scénario pareil va se répéter, peut se répéter avec la Russie à cause de ces risques qui sont très graves et que personne ne peut prendre vraiment, même pour une cause très juste, pour arrêter la guerre qui tue tout le jour des centaines de gens. Mais malheureusement, ce facteur est très important et c'est pourquoi aussi Poutine, dans ce sens-là, sont assez protégés et croit qu'il peut encore continuer assez longtemps cette guerre. Merci beaucoup Vera Grandseva d'avoir été notre invitée ce soir pour la question qui fâche. Restez avec nous. Dans quelques instants, c'est le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawan et on se retrouve juste après.